Bon, bonjour à tous, on va commencer. Ici, on a fait les contrôles de passe sanitaire, donc dans les règles. Donc, je suis très content de vous accueillir à cette réunion. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Geoffroy de Vienne, donc je m'occupe de l'association Éthique Investissement. Euh, nous sommes à peu près, il y avait une centaine d'inscrits, donc il n'y a pas encore 100 personnes, mais nous espérons que la salle va se remplir. Donc répartis à peu près équitablement entre Paris et Zoom et à distance. Donc voilà, je rappelle les règles pour la visio. Donc voilà, pensez à couper votre micro pour que, les bruits ne profitent pas à tout le monde. Donc voilà, peut-être deux mots d'introduction avant de laisser la parole à nos orateurs. Deux questions que je vais essayer de traiter. Pourquoi avons-nous choisi ce thème et comment allons-nous le traiter? Donc, nous avons choisi ce thème parce que nous sommes frappés par l'importance du mot écologie dans la question du dérèglement climatique et de la biodiversité. Donc, on le met à toutes les sauces et surtout, on la colle aux questions climatiques et aux questions de biodiversité. Alors que dans sa définition originale, et j'ai retrouvé que c'était un scientifique du 19e siècle, un darwiniste, qui avait inventé ce mot. Dans sa définition originale, ce mot est un champ beaucoup plus large, puisqu'il s'agit de la relation des êtres vivants avec leur écosystème. Donc la notion d'écosystème est évidemment très large. Et le pape François nous a rappelé ça dans Laudato Si. Il l'a dit d'une autre façon, mais ça dit bien un peu la même chose. Il a défini l'écologie comme la science des relations à la nature, aux autres, au créateur et à soi-même. Donc toutes ces dimensions sont liées, Laudato Si nous le rappelle, et que si on oublie ça, eh bien on arrive à des blocages. Et la crise des Gilets jaunes en France en a été une illustration. Donc, il y a un rééquilibrage qui nous paraît vraiment nécessaire et urgent, de façon à ce qu'on prenne bien toutes les dimensions du mot écologie. Donc voilà pourquoi nous avons choisi ce thème, parce qu'on pensait il faut redresser la barre, si j'ose dire. Alors, comment allons-nous le traiter? Bon, nous avions, avec un petit groupe de travail de l'association que je voudrais remercier, qui comprenait Olivier Joannet, Marie-Thérèse Thibault et Laure Perronin, ici présente. Nous avons donc construit cette réunion en faisant intervenir un philosophe chrétien, un spécialiste de la dimension environnementale de la finance et un chef d'entreprise confronté au quotidien à la mise en œuvre de cette double problématique d'une ambition qui garde l'homme au cœur de son environnement. Donc voilà quelques mots d'introduction. Donc je vais présenter les orateurs et leur passer la parole. Donc ils auront chacun à peu près 10 minutes de présentation. Ensuite, je leur poserai des questions de façon à ce que la chose soit un peu plus animée. Et on passera à l'orateur suivant. Donc, on va d'abord passer les trois orateurs et après, on donnera la parole à la salle, donc en présence et à distance. Et donc là, on essaiera peut-être de privilégier des questions écrites. Donc, pendant les interventions des orateurs, vous pouvez utiliser des questions écrites du chat pour ceux qui sont devant Zoom et ceux qui sont dans la salle, évidemment. Et ils pourront poser des questions par oral à la fin de la présentation des trois intervenants. Donc, on va commencer par Pierre Ducret. Donc, je dis deux mots pour le présenter. Donc, aujourd'hui, Pierre Ducret est président du conseil de surveillance de Kivalio, donc la première agence européenne d'analyse financière et extra-financière, et il est directeur de l'Institut Palladio. Antérieurement, Pierre Ducret a exercé depuis sa sortie de l'ENA en 82 différentes fonctions de direction au sein du groupe Caisse des dépôts, notamment conseiller climat et conseiller COP21. Donc voilà, Pierre, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous.
Écoutez, merci de m'avoir invité. Je précise simplement que Clivalio n'est pas la première agence européenne, mais en revanche, c'est la seule agence française indépendante qui n'ait pas été achetée par des intérêts anglo-saxons. Donc, c'est une petite agence de notation de crédit et d'analyse extra-financière et qui entend bien jouer un rôle dans la consolidation européenne dès lors qu'on essaiera d'avoir une certaine autonomie dans ce domaine par rapport aux grands acteurs, surtout américains, à l'oligopole américain. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Une petite remarque, si vous permettez. Moi, je vais être le plus bref possible sur un sujet immense, juste pour dire que je ne suis pas forcément à l'aise avec le terme d'écologie intégrale que j'ai vu affiché encore, etc. Ou ça dépend comment on l'entend. Disons que je me sens, pour afficher la couleur, je me sens plus proche de la définition qu'en donne Delphine Bateau, par exemple, Génération Écologie, que la définition qu'en donne la revue Limite, par exemple, si vous voyez ce que je veux dire, pour poser assez clairement le débat. Donc, c'est pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Mais on n'est pas là pour prendre des positions politiques ou idéologiques, mais essayer d'objectiver un peu les choses. Et simplement pour donner un chapeau, disons, sans prétention philosophique, même si la philosophie est ma formation initiale, je dirais que pour moi, le sujet écologie verte ou humaine, qui est l'autre titre de la conférence, à mon avis, la question se pose pas. Enfin, c'est tout simplement, évidemment, une question humaine. En gros, l'anthropocène, c'est le résultat de la modernité. Il ne s'agit pas de s'en lamenter. J'espère que tous sont familiers avec ce terme de l'anthropocène, hein. Donc, c'est le résultat de la modernité. Il ne s'agit pas de s'en lamenter, c'est un fait. Il s'agit de la rendre habitable, et habitable pour l'homme, dans une vision justement de notre relation à l'écosystème terrestre, à la biosphère, assez différente de celle que nous avons construite jusqu'à maintenant. Voilà, donc, donc en gros, je ne pense pas que l'écologie suppose d'être anti-moderne. Je pense qu'il s'agit de donner simplement un nouvel horizon à un mouvement qui est né avec les Lumières et dont dans lequel personnellement je me situe. Et il y a des dimensions dans les Lumières qui ne sont pas contraires à la vision de l'écologie, à commencer par exemple, un des grands hommes des Lumières qu'on redécouvre actuellement, mais qui n'a jamais été complètement oublié, qui est Humboldt, qui est probablement un des plus grands penseurs des Lumières et qui est fondamentalement un des pères de l'écologie. Donc voilà, juste pour cette introduction rapide. Ce que vous m'avez demandé, c'est en introduction de vous dire en gros quelles sont les raisons de ne pas désespérer. Et je vais aller directement en faisant l'impasse. Je suis pas un climatologue ni un spécialiste de la biodiversité, etc. Mais en revanche, je travaille dans le champ de l'économie du changement climatique principalement. Je suis plus un spécialiste du climat que des questions de biodiversité. Ces deux sujets étant évidemment les deux grands sujets de la crise écologique dans laquelle nous sommes et autour desquels se structurent tous les autres. Alors, je vais commencer par le climat. Je serai plus bref sur la biodiversité parce que je n'en suis pas du tout un spécialiste. Je dirais quelles sont les raisons de ne pas désespérer. Alors, je vais en énumérer quelques-unes. Ça n'a pas la prétention d'être exhaustif, avec une position que vous allez le voir qui est assez de réelle écologie, hein, c'est-à-dire très réaliste. Mais je vais essayer de compter les points, des choses positives, des facteurs positifs qui peuvent nous permettre de surmonter la crise écologique et notamment la menace du dérèglement climatique à laquelle nous sommes confrontés. Premier point, la science. La science. Tout ça, c'est quelque chose qui est fondé sur les progrès de la connaissance et de la science et sur une chose que pour ma part, à l'échelle anthropologique, à l'histoire de l'histoire de l'espèce, c'est quelque chose de fantastique, c'est le fait qu'il y a, tout le mouvement de l'humanité autour de ce sujet du climat est un mouvement qui est fondé sur la science, qui est science-based, et sur un consensus scientifique, d'ailleurs humble, qui s'est fait par un réseau de scientifiques qui ont petit à petit réduit les incertitudes qui subsistent d'ailleurs à propos de cette question du changement climatique et étendu progressivement le champ de leur travail en allant non seulement dans l'analyse des causes et des faits, mais aussi jusque vers les solutions. Cette dimension science-based, c'est d'ailleurs un petit mot sur la biodiversité, quelque chose qui manque encore dans le domaine de la biodiversité, même s'il y a l'équivalent du GIEC dont vous avez beaucoup entendu parler pour le climat dans la biodiversité.
Le consensus scientifique n'est pas le même sur la question de la biodiversité que sur la question du climat. Il n'est pas le même sur des choses, par exemple, essentielles. Vous voyez, il y a un gros débat entre les scientifiques pour savoir dans quelle mesure les OGM sont nécessaires, utiles ou pas. Donc ça, c'est par exemple un point sur lequel il n'y a pas de consensus. Et ça rend difficile le fait de tirer le processus par le consensus scientifique. Il n'est pas établi au même titre. Je reviendrai sur une autre grande différence. Bon, mais ceci dit, cette dimension-là est vraiment extrêmement importante. Elle met, en gros, dans le domaine du rationnel, en gros, parce que c'est basé sur la science, elle met dans le domaine du rationnel l'action collective sur le climat. Et elle impose, de ce point de vue-là, aux politiques publiques, aux nations publiques, de prendre en compte cette question rationnelle au nom de la science, en quelque sorte, et de déployer de l'action sur une base rationnelle. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Même si on a besoin de tout, et pas seulement de la rationalité. Mais le fait que ce soit fondé sur la rationalité me semble essentiel. La deuxième chose, c'est la technologie. Toutes les technologies dont nous avons besoin pour faire notre transition, notamment vers un monde bas carbone, toutes les technologies sont pratiquement disponibles à peu de choses près. Donc ça, c'est un point absolument essentiel. Il y a encore quelques points sur lesquels on a besoin de progrès. Vous avez entendu parler récemment beaucoup d'hydrogène, etc. Où là, mais c'est moins d'ailleurs de l'invention de nouvelles technologies dont nous avons besoin, et du déploiement de technologies existantes à une échelle industrielle et économiquement comestible, si je puis dire. Donc, ce point est très important. Et n'oublions pas aussi que la technologie, ce n'est pas seulement les nouvelles technologies, qu'on a besoin aussi de technologies très anciennes, ce qu'on appelle dans le jargon de la transition les low-tech, les technologies basses. Vous voyez, l'exemple le plus frappant qui est en train de prendre une dimension considérable, planétaire, c'est tout simplement le vélo. Si vous voulez, c'est extraordinaire de voir à quel point une technologie qu'il y a maintenant, c'est ce que je peux dire, l'origine du vélo, c'est plus d'un siècle, quoi. Éprouvé qui prend une importance scénique dans l'organisation des déplacements sur la planète. Juste une anecdote, si vous voulez, des gens qui ont vécu, je sais pas, en Alabama, par exemple, ont comme culture qu'il n'est pas possible de faire plus de 500 mètres autrement dans une voiture individuelle. Les gens qui ont vécu aux Pays-Bas savent qu'il est absolument hors de question de faire moins de 5 km autrement qu'en vélo, si vous voulez. Donc, vous voyez, c'est tout à fait possible. Enfin, on peut donner, et si on ne fait que la moitié du chemin, déjà, à des résultats absolument colossaux. Donc, c'est très intéressant de voir à quel point une low-tech a un impact systémique. L'autre élément essentiel dans les technologies, c'est évidemment tout ce qui concerne l'énergie. Et la bonne nouvelle des 15 dernières années, c'est qu'en gros, les énergies renouvelables ont atteint un niveau de coût qui est inférieur, notamment pour produire de l'électricité, inférieur à celui de la production d'électricité avec des fossiles, notamment avec du charbon. Et ça, dans une très très large partie de la planète, une bonne partie. Et en plus, la baisse du coût des énergies renouvelables se poursuit. Il s'agisse du solaire photovoltaïque, de l'éolien terrestre et maintenant de l'éolien offshore. Donc ça, c'est des points très importants, de même que la baisse des coûts du stockage de l'électricité, qui est un des très gros problèmes, que ce soit par le stockage chimique ou demain, évidemment, c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure à propos de l'hydrogène, avec l'hydrogène qui sera certainement un moyen très efficace, moyennant quelques suppléments de recherche-développement et d'applications industrielles pour le stockage des électrons verts intermittents. Donc voilà, je cite cet exemple parce qu'il est probablement le plus prometteur et c'est une des grandes raisons de considérer qu'on a des solutions qui nous permettent de traiter une très grande partie du problème. J'ajoute que si on se contente, quand on parle de l'énergie, on parle toujours des sources d'énergie, mais il ne faut pas oublier que la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord d'arrêter de la gaspiller. C'est d'abord l'efficacité énergétique et les économies d'énergie qui représentent 50% du problème de l'énergie à l'échelle mondiale à peu près. Et qui est d'ailleurs le domaine dans lequel on investit le moins par rapport à l'investissement sur les sources d'énergie. C'est un point essentiel. D'ailleurs, cette question du gaspillage est en elle-même considérable. Elle ne concerne pas que l'énergie. Une grosse partie de ce que nous avons à faire, ça consiste à arrêter de gaspiller.
ce qui n'est pas si difficile à faire. Déjà, si on arrêtait de gaspiller de l'énergie, de l'espace, du déplacement, des choses comme ça, en revenant à des choses plus nécessaires et moins, comment dire, inutiles, quoi. En gros, inutiles et dont finalement on ne tire même pas tant de plaisir que ça. Le fait d'écrémer, si vous voulez, hein, le gaspillage, c'est ce qu'on appelle les low hanging fruits, les fruits qui sont bas et qu'il est facile de récolter pour régler une bonne partie du problème. Ça ne suffit pas, mais c'est déjà une grande partie du problème. Ça, c'est une raison aussi de considérer que ce n'est pas si difficile que ça ce que nous avons à faire. Autre facteur très important, là il est économique, c'est aussi un fait, c'est la désindustrialisation du monde. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de saturation, parce que c'est pas seulement on parle beaucoup de la désindustrialisation de la France, c'est un problème local, si je puis dire, ou de l'Europe, mais en fait, c'est le mix économique mondial qui se désindustrialise. C'est l'économie mondiale, même la Chine, si vous voulez, d'une certaine façon, reste la grande puissance industrielle, n'empêche que la part de l'industrie dans le PIB chinois diminue et que la Chine va évoluer elle aussi vers une économie de service dans une large mesure et qu'il y a une saturation des besoins en biens industriels. Alors, on a toujours besoin de biens matériels, évidemment, mais la part de l'industrie diminue. Et donc, si vous voulez, parce que le hard, c'est une partie très, très importante de nos émissions de gaz à effet de serre, ça, c'est un facteur qui est favorable à la transition écologique. Évidemment, un autre grand facteur, c'est l'évolution de l'opinion publique mondiale sur ces sujets-là, c'est-à-dire la prise de conscience souvent pour des raisons qui ne sont pas directement liées au dérèglement climatique, qui peuvent être liées beaucoup notamment à la pollution atmosphérique, qui n'est pas la même chose que le dérèglement climatique, que le réchauffement, mais il n'empêche que ça produit des effets, une pression de la population, des changements de comportement de la part des consommateurs, de façon vraiment sur les marchés de masse, qui sont des signaux envoyés aux acteurs économiques extrêmement importants, et sur lesquels se construit, c'est l'autre facteur qui me semble très important, une sorte d'alignement des intérêts aujourd'hui dans le capitalisme mondial, sous toutes ses formes, y compris le capitalisme d'État chinois. Donc, alignement des intérêts, parce que tout simplement, les gens ont pris conscience des risques. Les acteurs économiques ont pris conscience des risques. Et ils prennent de plus en plus conscience des risques, tout simplement pour les risques financiers. C'est-à-dire, ce qui était considéré comme un sujet extra-financier devient un sujet financier. C'est-à-dire qu'en gros, il y a, comme l'a très bien, enfin, c'est l'homme qui a conceptualisé tout ça et qui a fait changer l'état d'esprit de beaucoup de grands patrons de la finance dès 2015. C'était le gouverneur de la Banque d'Angleterre de cette époque, qui s'appelle Mark Carney, qui était en même temps le président du fonds du FSB, du Financial Stability Board, du Conseil de stabilité financière, et qui a dit, vous avez trois risques. Nous avons trois risques. Un risque physique, c'est-à-dire qu'en gros, ce qui va se passer, ça va avoir des effets sur l'ensemble des actifs, sur beaucoup d'actifs, tout simplement du fait des risques climatiques, qu'ils soient continus ou discontinus, c'est-à-dire que ce soit l'élévation du niveau de la mer ou l'accentuation de la gravité et de la fréquence des événements climatiques extrêmes. Donc ça va perturber vos actifs. Faites les comptes, ça va vous coûter très cher. D'abord aux assureurs, mais aussi à tous les autres. Et puis il y a des choses qui ne pourront plus être assurées. Typiquement, en 2015, Henri Decaze, patron d'AXA, a dit, ça a changé beaucoup de choses, a dit un monde à 5 degrés n'est pas de plus, n'est pas assurable. N'est pas assurable. Donc, ça c'est des choses que moi j'ai. Deuxième risque de transition. C'est-à-dire, attention, les échelles de valeur des actifs vont changer. Et ça peut aller très vite. C'est-à-dire que, si vous voulez, en gros, le changement de comportement, les évolutions technologiques, plus les changements de réglementation, tout ça, ça se traduit par des effets convergents qui peuvent d'un seul coup effondrer complètement la valeur de certains actifs. Typiquement, une compagnie pétrolière dont la valorisation boursière dépend des réserves enregistrées qu'elle contrôle. Si on arrive à la conclusion qu'une bonne partie de ces réserves, il ne faudra pas les sortir de terre, bah évidemment, sa valeur boursière, elle va s'aligner à la baisse. C'est l'exemple le plus spectaculaire, mais ça peut aller très vite. Dans l'histoire économique, il y a des phénomènes du même genre. L'effondrement de la valeur boursière des compagnies de chemin de fer au début du XXe siècle, avec l'essor de l'automobile, à une époque où les compagnies de chemin de fer représentaient une part très importante de la capitalisation boursière de l'époque, ça s'est fait en 10 ans. Les changements de paradigme économique, les alignements économiques peuvent être extrêmement rapides.
Ça, c'est aussi une raison d'espérer. Pensez à une chose. Avenue de l'Opéra, une photo en 1905, depuis le bas de l'avenue de l'Opéra à Paris. La question, c'est où est l'automobile? Il y a une automobile dans l'avenue de l'Opéra. 10 ans plus tard, en 1913, la question, c'est où est le cheval? 10 ans. Donc, cette capacité d'alignement de l'économie très rapidement, nous la connaissons. Ce n'est pas quelque chose d'impossible à faire. Donc ça, c'est aussi une raison de considérer que c'est possible. Et le fait que notamment l'industrie financière prenne ce risque maintenant très au sérieux, il faut comprendre que la finance, dont le rôle, comme disent les économistes, consiste à allouer le capital, en gros, pour parler simplement, à déplacer l'argent, a considéré pendant très longtemps qu'elle était neutre sur ces questions-là. Parce que, et on peut comprendre, ça peut se défendre rationnellement. En fait, les financiers disaient, écoutez, moi, je suis là pour financer l'économie telle qu'elle est, certains le disent encore d'ailleurs, et donc ne me demandez pas de la transformer. Moi, si vous me transformez l'économie, je vous ferai de la finance verte, en gros. Hein. Donc, transformez d'abord l'économie, mettez un prix sur le carbone et tout ce truc-là, et on va vous délivrer des choses. Mais le problème, c'est qu'ils ont pris conscience que non, ce n'était pas comme ça que ça allait se passer. Qu'ils avaient des risques qui leur étaient propres, qu'ils risquaient donc d'y perdre beaucoup, et qu'ils avaient une efficacité propre, c'est-à-dire qu'ils pouvaient commencer à appuyer sur l'orientation du capital et à allouer l'argent là où effectivement les risques sont plus faibles. Ces risques-là. Et en plus, les régulateurs, c'est une industrie qui est quand même très régulée, les régulateurs, les superviseurs, eux-mêmes se sont dit, ah mais nous aussi on est arrivés, parce que nous, notre rôle, c'est d'assurer la stabilité financière. Donc si tout ceci est perturbé, bah, c'est la stabilité financière qui va en pâtir, et donc c'est notre responsabilité qui est en jeu. Donc vous voyez, cette question du risque devient absolument majeure, et elle transforme complètement les préoccupations, en quelque sorte, du domaine de la finance. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Là, je vous donne les aspects positifs des choses. Après, on peut discuter des réserves qu'il faut avoir avec tout ça. Tout ça, ça se traduit aussi par le troisième risque qui concerne tout le monde et qui est aussi quelque chose de positif, c'est le contentieux. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, c'était le troisième risque qu'indiquait Marc Carnet à l'époque, il disait litigation risk. C'est-à-dire, en gros, plus personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Donc, vous pouvez dès maintenant commencer à être appelé en responsabilité sur des effets qui sont des effets justement climatiques. D'ailleurs, à l'échelle géopolitique, on le voit bien, vous avez entendu parler à propos de la COP26 à Glasgow, du fait que c'est la traduction de ce sujet-là sur un sujet interétatique, c'est que les pays pauvres qui sont déjà victimes du changement climatique demandent à être indemnisés pour les dommages qui sont déjà subis. C'est un sujet très difficile. Ça veut dire pourquoi est-ce que les pays riches refusent, y compris la France d'ailleurs, parce qu'ils savent très bien que s'ils commencent à mettre un fonds pour ça, ça veut dire que ça peut les entraîner très très loin, si vous voulez, dans l'affaire. Donc, mais ça, c'est un facteur que j'appelle un facteur positif. La crainte du contentieux amène des changements là aussi d'action et d'orientation. Un gestionnaire d'actifs financiers, un asset manager, un financier, aujourd'hui, sait qu'il peut parfaitement être mis en cause parce qu'il y aurait eu un effondrement, je ne sais pas moi, de la valeur boursière de ExxonMobil et qui ne serait pas sorti suffisamment tôt d'ExxonMobil dans son allocation de capital. Oui, ça fait réfléchir les gens. Hein. Donc, on risque de perdre de l'argent et en plus, on risque d'appeler notre responsabilité fiduciaire. Ça change beaucoup de choses. Enfin, géopolitique, et je termine par ça. Bon, moi, je pense qu'à Glasgow, je termine par ça pour pas être trop long. Il y a trois choses positives. On a beaucoup dit l'échec, etc. On n'a pas atteint, on n'a pas réussi à ramener, disons, les. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'il y a eu échec? On veut dire que la somme des engagements des pays signataires de l'accord de Paris ne permet pas de garantir à ce jour qu'on atteindra l'objectif d'1,5 degré, qui est précisément l'engagement de l'accord de Paris, c'est-à-dire un maximum de 2 degrés, nettement en dessous de 2 degrés et autant que possible 1,5 degré. Maintenant est devenu un objectif 1,5 degré du fait de la pression notamment des petites îles, etc., qui savent qu'elles, au-dessus d'1,5 degré, elles disparaissent. C'est exact. Aujourd'hui, les simulations disent qu'en gros, si on fait la somme de tous les engagements nationaux et si on considère que tout ce qui est annoncé va être fait, alors on arriverait à la fin du siècle à 2,7 degrés, qui est encore beaucoup trop. Mais il faut se rappeler qu'en 2015, on était plutôt sur une ligne qui était 4 degrés. Hein, donc, pas rien ce qui s'est passé quand même. Les engagements ne sont pas complètement mis. C'est encore insuffisant. C'est ça qu'on appelle l'échec. Mais il y a trois, ce qui est exact.
Il y a 3 choses, d'autant plus que c'était un rendez-vous au bout de 5 ans qui devait permettre justement de réévaluer les engagements des États, donc de leur politique publique. Mais qu'est-ce qu'il y a de positif? Première chose, et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, ça a été l'accord bilatéral qui a été annoncé pendant Glasgow entre la Chine et les États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et je pense que c'est une raison d'espérer, là je vais être un peu moins techno et un peu plus humain, si je puis dire. C'est une raison d'espérer dans l'humanité, si on regarde les choses de loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux principales puissances économiques mondiales, qui sont dans un conflit, rentrées désormais dans une rivalité extrêmement dure, dans un conflit qui prend des proportions inquiétantes, Taïwan, etc., je ne vous fais pas un dessin, sont capables de dire, nous mettons la question du climat, nous continuons à discuter sur la question du climat parce que nous la mettons au-dessus des sujets qui nous opposent. Moi, je considère que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et ce message, il n'est pas seulement pour les Américains et pour les Chinois, il est aussi, c'est déjà pas facile, pour les dirigeants en question, pour Biden et pour Xi Jinping, de faire entendre ça à leurs propres opinions publiques. Car je vous dis une chose, il y a une opinion publique chinoise aussi, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent et dont tient compte le Parti communiste chinois, beaucoup plus qu'on ne le dit. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important et c'est un signal pour le reste du monde. Premier point positif de Glasgow. Deuxième point positif, du fait de l'échec lui-même, ce qui va se passer, c'est que ce qui était prévu par l'accord de Paris, c'est-à-dire en fait un rythme quinquennal de révision des engagements nationaux, va devenir un rythme annuel, à cause de la pression d'une bonne partie des pays, et notamment des pays en développement, et à cause de la pression des opinions publiques. C'est-à-dire que chaque année maintenant, chaque année à la COP, il y aura une pression pour une révision des engagements nationaux. Ça, c'est un point très positif. La pression ne va pas cesser, elle va même augmenter d'année en année. Deuxième point positif. Et troisième point positif, c'est que des coalitions sont formées, c'est-à-dire des coalitions à géométrie variable entre différents États sur des sujets vitaux. Typiquement, la coalition qui s'est formée sur la question de l'abattement du méthane est un point essentiel. Je vous parlais du gaspillage, si vous voulez. C'est évident que traiter la question du méthane, et notamment des fuites de méthane qui viennent de l'exploitation du gaz naturel, etc., c'est typiquement traiter un gaspillage. Si vous voulez. On laisse un gaz qui a un pouvoir de réchauffement extrêmement fort, même s'il ne reste pas longtemps dans l'atmosphère, mais c'est justement pour cette raison qu'il est prioritaire de l'abattre, parce que justement, compte tenu de son pouvoir de réchauffement extrêmement fort, et qu'à court terme, il faut maintenant agir dessus. Le fait qu'une coalition décide de s'en occuper, et notamment ça concerne beaucoup le monde industriel et particulièrement le secteur de l'oil and gas, ça c'est un point extrêmement important. Il y a d'autres exemples que je pourrais donner. Voilà. Alors pardonnez-moi, j'ai donné, mais c'est parce que c'était la commande, les choses positives. À chaque point que j'ai indiqué, on pourrait dire évidemment qu'il y a aussi la version, le revers de la médaille. Un mot sur je termine complètement, je vous assure, en 1 minute sur la biodiversité, qui encore une fois n'est pas ma spécialité. Je vous ai dit la difficulté dans le champ scientifique. Il y a une deuxième grosse difficulté, c'est que la conscience du risque dans le monde économique n'est pas du tout du même ordre que dans le domaine du climat. C'est-à-dire que les milieux économiques et financiers ne sont pas du tout convaincus à ce jour, majoritairement, comme ça commence à être le cas pour le climat, que leurs intérêts sont menacés par l'extinction des espèces. C'est moins d'ailleurs par l'extinction des espèces que par l'effondrement de la masse des espèces. Comme vous avez certainement entendu dire, c'est ce sujet-là qui est essentiel. Et donc, en gros, l'idée que ça pourrait se traduire par des pertes de PIB et des pertes de richesse n'est absolument pas, pour le moment, intégrée par tout le monde. Les gens se disent, oh, ça concerne les industries du luxe, parce qu'ils consomment beaucoup de produits naturels, etc., mais ils vont trouver des solutions, ils arriveront à faire ça dans des zones préservées. Ça concerne un peu la pharmacie, etc., mais tout ça, c'est sectoriel. Vous voyez, un peu comme il n'y a pas si longtemps à propos du climat, on pensait que c'était un sujet sectoriel. Alors, ça concernait que le secteur de l'énergie. Non, ça concerne tout le monde. Et pour le moment, cette conscience du risque financier, du risque de richesse, tout simplement, lié à la biodiversité, n'est pas partagée. À mon avis, c'est une des grandes faiblesses, malheureusement, du sujet. En revanche, les points forts, c'est que les expériences menées, les politiques publiques qui s'en occupent, etc., prouvent que alors là, on a une capacité, en revanche, d'efficacité qui est incomparable avec celle du climat. C'est-à-dire,
Ça coûte beaucoup moins cher de réparer la biodiversité, c'est beaucoup plus facile, si je puis dire, que de limiter le réchauffement climatique et le dérèglement climatique. Dès qu'on met une zone préservée, dès qu'on prend des mesures de suppression de pesticides, etc., on a des résultats considérables. Non, la limite à ça, et c'est le point commun entre les deux sujets, c'est que, peut-être, à mon avis, le truc le plus difficile à faire, c'est de changer le modèle agricole mondial. Et ça concerne à la fois le climat et la biodiversité. Changer le modèle agricole mondial, le faire sortir de cette, comment dire, ce cadre productiviste, industriel, tout en continuant à nourrir une humanité qui, aux dernières prévisions, va atteindre 10 milliards, beaucoup plus tôt que ce qu'on avait prévu, avec probablement une diminution qui viendra elle-même plus vite pour la fin du siècle. N'empêche que le problème alimentaire est considérable et qu'on ne réglera pas ça avec des petites mesures. Donc là, il va falloir changer radicalement et changer des modes de vie et des modes alimentaires. Vous savez tous, manger moins de viande, etc., etc. Et en plus, retrouver du même coup une autre relation avec le monde animal et donc avec la nature. Et là, on reboucle sur la question de notre propre intégration dans la biosphère. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Dans les temps. Peut-être, je vais risquer une ou deux questions. Dans vos propos, je n'ai pas entendu le mot temps, enfin pas, du moins pas suffisamment. Donc, ma question va tourner autour de ça finalement. Pour faire avancer un combat, parce que c'est un combat que nous menons, un combat collectif, souvent on a deux leviers. On a le levier de l'opinion publique et puis on a le levier réglementaire. Et donc, il faut faire avancer les deux et trouver un équilibre acceptable entre ces deux leviers. Et on a l'impression que pour l'instant, on est plus sur le levier communication, donc opinion publique, que sur le levier réglementaire. Alors, je sais qu'en France, on a fait des lois, la loi climat, enfin, on a la loi AGEC, enfin bon, on a aussi traité le réglementaire, mais est-ce que ce ne serait pas le moment d'être un peu plus rapide dans le réglementaire, de façon à ce que les choses avancent au rythme où elles devraient avancer, puisque les perspectives qu'on nous ont données, elles sont très proches. Et donc, on a l'impression que le réglementaire n'arrive pas, et que l'opinion publique avance, mais évidemment, depuis le fameux La Maison brûle de Jacques Chirac, les choses ont bougé, mais ça bouge quand même très lentement. Très lentement, toujours l'histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Moi, ce que je constate quand même, c'est que alors, il y a trois régions, enfin trois ensembles dans le monde où la régulation, la réglementation progresse beaucoup. Et en fait, l'Europe, les États-Unis et la Chine. N'oublions pas, je commence par la Chine. La Chine a un plan quinquennal maintenant qui intègre très nettement sa volonté de verdir son économie. Et elle le fait vraiment, parce que simplement, ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils sont parmi les plus vulnérables, les plus menacés, et que l'opinion publique chinoise, qui sacrifie volontiers et sans beaucoup de remords les libertés politiques au Parti communiste, en revanche, n'entend pas du tout que les problèmes environnementaux ne soient pas traités. Et donc, le Parti communiste chinois traite très bien que la classe moyenne chinoise, qui est née maintenant et qui est très importante, c'est 500 millions, en gros, au minimum 500 millions de personnes, ne lui pardonnerait pas et lui ferait payer très très cher le fait de jeter dans ce domaine. Donc ça, c'est un point. Et donc, il y a une réglementation à la chinoise qui se traduit par l'économie planifiée, mais elle est puissante, ça se traduit par des normes de plus en plus. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu un conflit qui était assez cocasse il y a 2 ans entre Peugeot, donc maintenant ça s'appelle, mais à l'époque c'était encore Peugeot, et la Chine, parce que Peugeot reprochait à la Chine d'avoir des normes, à l'époque où Peugeot n'avait pas encore fait sa conversion électrique, d'avoir des normes trop fortes sur les véhicules électriques et sur les émissions de gaz à effet de serre. C'était quand même le monde à l'envers, si vous voulez. C'est les Chinois qui imposaient à un exportateur européen des normes que lui ne voulait pas supporter. Ils avaient fait une plainte à l'OMC. Enfin bon. Donc, si vous voulez, il y a une réglementation en Chine et elle va s'accroître de plus en plus. Il y a même un prix du carbone qui se développe, etc. Il y a une réglementation aux États-Unis qui a été suspendue pendant, et on le sait bien, pendant le mandat de Trump et qui reprend maintenant avec une administration puissante qui s'appelle EPA, etc. et qui est en train de s'attaquer à la question du charbon. Et puis, il y a des normes automobiles, etc. et des normes de construction aussi.
Et il y a bien sûr alors une réglementation européenne qui est probablement la première du monde et qui va continuer à se perfectionner, à s'accentuer, etc. Mais comme vous l'avez dit, il y a une dialectique entre l'évolution de l'opinion publique, l'évolution des industriels et la réglementation. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas surestimer le pouvoir politique. Il ne peut faire que ce qui est déjà prêt, d'une certaine façon, à être admis à la fois par l'économie et par les populations. Moi, ça me fait rire toujours quand on dit, mais il n'y a qu'à faire ça, mais si on arrête tout, parce que du jour au lendemain, on l'avait vu avec les gilets jaunes, les gens descendent dans la rue parce qu'on a mis un prix du carbone trop élevé, ça ne marche pas. Et il faut penser que beaucoup de mutations sociales sont à faire. Ça se prépare et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, pour répondre à votre question sur le temps, on a à la fois pas, il faut c'est à la fois très court et en même temps, il ne faut pas non plus exagérer. On a du temps. Et si j'essaye encore d'être positif, hein, on sait ce qu'on a à faire. Alors, ce qu'on a à faire d'ici 2050, c'est arriver à zéro émission. On dit net, mais c'est un débat. Il faut arriver à une économie qui n'émet pas et où, en gros, les seules émissions résiduelles sont celles d'une partie des villes et puis surtout de l'agriculture. Voilà. Et à peu près, j'exagère, je simplifie, mais c'est à peu près ça. C'est possible pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, et c'est pour 2050. Ça veut dire qu'on a 30 ans pour le faire. Mais simplement pour le faire, pour arriver à ça, il faut que la pente commence dès cette décennie. Et les choses qu'il faut faire dès cette décennie, c'est ça le plus difficile et c'est ça qui est le plus inquiétant. Et je pourrais refaire mon numéro exactement de façon beaucoup plus pessimiste. Le plus inquiétant, c'est la question du charbon. C'est-à-dire que la question essentielle, c'est qu'il faut arriver à ne plus faire d'électricité avec du charbon à environ aux alentours de 2030. Or, pour le moment, si vous voulez, en Europe, on va probablement y arriver, même avec la Pologne, etc. Mais il y a des endroits du monde où c'est encore, malgré l'essor des énergies renouvelables, où c'est encore très difficile. Typiquement, l'Inde, la Chine aussi encore, mais la Chine, elle va le faire. Elle a dit qu'elle le ferait, elle le fera. Mais l'Afrique du Sud, etc., de grands bassins de population qui disposent de bassins charbonniers extrêmement importants et qui ne sont pas prêts à y renoncer, d'autant plus que non seulement ça permet un accès à l'électricité, mais en plus, ça offre du travail à des gens et des emplois de relativement bonne qualité. Si vous avez des mineurs de charbon, c'est un métier extrêmement dur, mais aujourd'hui, partout dans le monde, en Afrique du Sud, en Chine, en Inde, les mineurs de charbon, ils font plutôt partie de l'aristocratie ouvrière. C'est des emplois relativement bien payés, avec une couverture sociale, etc. Si on leur dit ces emplois-là n'existent plus et vous allez faire de la maintenance d'énergie renouvelable, ça ne marche pas. Ce n'est pas seulement une question de quantité d'emplois, c'est aussi une question de qualité. Donc cette transition est difficile à faire, elle pose de gros problèmes sociaux, sans oublier les questions géopolitiques d'indépendance énergétique. Et pour revenir à la Pologne, si vous dites aux Polonais que dans un premier temps, il va falloir mettre du gaz parce que ça allait moins que le charbon, comme le gaz, ça vient de Russie, ben, si vous êtes polonais, vous n'avez pas tellement envie de faire dépendre votre électricité des importations de gaz russe. Et si on était polonais, ben, on serait comme eux. On va peut-être passer la parole à je vais dire de présenter. Merci pour cette intervention très, très riche. Donc, Grégoire Catta est un prêtre jésuite, docteur en théologie, maître de conférences en théologie morale et directeur du service national Famille et Société de la Conférence des évêques de France. Et il est professeur au Centre Sèvres. Donc voilà, je lui passe la parole pour 10 minutes, j'espère. Merci. Merci et bonsoir à chacune et chacun. Donc moi, mon intervention se situe sur un autre plan, une autre manière de regarder la question. Et donc, c'est un petit peu de s'appuyer, voilà, comme on le rappelait, moi je suis théologien, plutôt du côté de ce qu'on appelle la théologie morale sociale, l'enseignement social de l'Église, et donc de rappeler un petit peu quelques éléments de réflexion que nous a apporté le pape François dans l'encyclique Laudato Si, qu'on connaît bien, mais justement pour éclairer le défi qui est devant nous, ou pour comprendre aussi la situation dans laquelle nous sommes de manière différente, selon un autre point de vue que simplement le point de vue financier qu'on vient d'entendre. Mais voilà, tout ça étant dans un dialogue, quoi. C'est un des points forts, quoi, de ce qui est le fond de la doctrine sociale de l'Église, et encore plus avec ce que le pape François met en avant, c'est cette nécessité d'être toujours en dialogue, que les sciences soient en dialogue avec les religions, que les religions soient en dialogue entre elles, etc.
Je commence simplement par un point, puis après j'aurai 3 petites déclinaisons pour comprendre ce qu'est l'écologie intégrale. Le premier point, c'est quand même de se rappeler que, avec cette intervention du pape François, mais qui en fait s'appuie sur des choses qui étaient déjà dites avant, et voilà, simplement on a remis l'accent, c'est que pour les croyants et les croyants chrétiens, quoi, ils rappellent que la conversion écologique est une exigence de foi, une exigence de foi. 2 petites citations. Les chrétiens, notamment, savent que leur devoir à l'intérieur de la création et leur devoir à l'égard de la nature et du Créateur font partie intégrante de leur foi. Et ça, c'est le pape François qui dit ça dans Laudato Si, mais en fait, qui reprend une citation d'un de ses prédécesseurs 25 ans avant, quoi. 1990, Jean-Paul II, quoi. Et sauf qu'en 1990, je pense, dans l'Église catholique, personne n'avait, enfin personne, certains étaient déjà très engagés, mais le peuple de Dieu, comme on dit, ou voilà, les fidèles et les clercs et les évêques, c'est passé comme voilà, comme quelque chose qui nous est passé au-dessus. Hein, de rappeler que ces questions, voilà, on disait il y a bien des écolos, des cathos écolos, mais bon, il était un petit peu bizarre, voilà. Alors qu'en fait, le pape nous disait déjà que cette question-là, alors après, il faut voir comment on l'aborde, mais c'est une partie intégrante de notre foi. Voilà. Et puis donc, du coup, à la fin de l'encyclique, le pape François dit « Nous avons besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de notre rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui nous entoure. » Voilà. La foi, c'est une question de relation à Dieu, une question de relation à Jésus-Christ pour nous les chrétiens, mais du coup, qui a des implications fortes sur notre relation au monde. Il faut laisser jaillir ces relations. Alors du coup, la proposition du pape, c'est l'écologie intégrale, justement. Alors je pense, je suis assez d'accord sur le fait que quand on dit écologie intégrale, on ne sait pas forcément de quoi on parle. D'une certaine manière, personne n'a le monopole de cette expression. A priori, voilà, il n'y a pas une définition, quelques définitions scientifiques, mais voilà, il n'y a pas un consensus. Donc simplement, moi je pars du principe, pas la peine de se battre, mais simplement de dire, moi quand je parle d'écologie intégrale, voilà ce que j'entends par écologie intégrale. Et de fait, à un certain moment, on n'est pas très loin, je pense, quand le pape François parle de ce que dit Delphine Bateau, mais aussi peut-être aussi de certaines choses que dit Limite, enfin, peu importe, mais disons que moi quand j'emploie le mot écologie intégrale, c'est finalement ce qui est dit dans Laudato Si. Voilà, on va dire ça. Et de fait, un élément fort de cette approche, de se dire il faut faire une conversion à l'écologie, mais pas simplement à l'écologie, c'est à l'écologie intégrale, c'est cette vision que ce qui est en jeu, c'est pas simplement le vert, quoi, mais c'est le social, quoi. Et le spirituel, et, voilà, et toutes les dimensions, et on intègre. Et donc, d'une certaine manière, pour reprendre le titre de la conférence, pour moi, c'est pas un ou exclusif, c'est naturellement un et, quoi. Enfin, voilà, c'est inclusif. Si c'est vert, c'est forcément humain, et si c'est humain, ça doit être vert, quoi. C'est ça qu'on doit comprendre. Vous savez que un des points importants de Laudato Si, ça va être de nous rappeler que le pape nous invite à écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Et j'en veux pour preuve l'expérience que les catholiques, on a vécu, enfin, certains catholiques, mais ça a rejailli, on en a entendu parler un petit peu quand même dans le pays. Quand les évêques se sont réunis il y a 3 semaines à Lourdes, j'y étais, il y avait une séquence autour de justement l'écoute de la clameur des pauvres et clameur de la terre. Et on s'est posé la question, chercher à avancer sur la question de la conversion écologique en se mettant précisément à l'écoute et en travaillant avec des personnes qui ont l'expérience d'avoir vécu ou de vivre dans la précarité et qui non seulement apportent un témoignage, mais plus que ça, peuvent apporter une sagesse pour résoudre les questions auxquelles on a à faire face. Elles sont aussi conscientes, finalement, c'est ça l'expérience qu'on fait avec ces personnes-là qui étaient venues, qui avaient travaillé des questions en amont avec d'autres personnes, et puis avec les méthodes, on va dire, de croisement des savoirs bien mis en forme et élaborés par des groupes comme ATD Carmonde maintenant depuis des années, qui ont permis, par exemple, en France, d'aboutir à des réformes importantes comme l'apparition du revenu minimum d'insertion il y a quelques années, qui est devenu le RSA, ou comme l'expérimentation des territoires zéro chômeur. Sur la question écologique aussi, on peut appliquer le même genre de méthode et on se rend compte qu'on avance, et c'est peut-être là où on se dit, si on prenait les choses par le bon bout, on n'aurait pas
les blocages comme on a eu à la petite étincelle qui a déclenché les Gilets jaunes, qui était de fait un problème voilà, sur la manière de mettre en œuvre quoi, la taxe carbone et l'impact que ça allait avoir sur les populations. Voilà, je referme la parenthèse. Mais donc, écologie intégrale comme la question sociale et la question environnementale et toutes les autres questions, tout est lié. Deuxième point, souligner que l'appel à l'écologie intégrale que nous fait le pape François et dans la lignée de l'enseignement social de l'Église, ça touche le niveau personnel, la conversion personnelle, mais aussi le niveau collectif et le niveau structurel, quoi. Il s'agit à la fois de transformer nos styles de vie pour être voilà, plus en accord, prendre un meilleur soin de la terre, et voilà. Mais en même temps, ça n'empêche pas qu'il faut aussi un niveau collectif, un niveau structurel, un niveau politique. Il faut créer les conditions, transformer les structures qui font du mal à la fois à la terre et aux plus pauvres, et en même temps en produire de nouvelles qui soient meilleures. Et du coup, ce niveau structurel, c'est évidemment là où intervient la question financière et l'impact voilà, de la manière dont on investit, la manière dont on gère la question économique et la question financière, ben ça touche à ce niveau-là, ce niveau structurel. Alors, je rappelle simplement, c'est vrai que l'interpellation du pape est forte et rejoint d'autres, mais il nous dit quand même bien, ne croyons pas aux formules simplement magiques, il faut rentrer dans le dur. Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le produit financier, ou la préservation de l'environnement et le progrès. Un développement technologique et économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut être considéré comme un progrès. Voilà, une manière d'alerter contre peut-être le rêve de dire simplement, bah, changeons pas grand-chose, mais simplement réorientons. Non, la transformation, elle a quand même besoin d'être en profondeur. Alors, les exemples là-dessus, simplement pour être aussi dans le champ des questions qui intéressent cette association, les questions de l'investissement, bah, c'est évidemment, par exemple, tous les débats sur l'investissement ou le désinvestissement dans les énergies fossiles. Voilà. Hein, on a eu juste avant la COP26 un appel de chrétiens soulignant comment un certain nombre d'organisations religieuses, pas simplement catholiques, c'est œcuménique, l'Église épiscopalienne, la conférence des évêques d'Écosse, certains diocèses aussi dans le monde anglo-saxon, des universités, tout ça sont rentrés dans le désinvestissement des énergies fossiles, puis appelant à un mouvement plus large. Voilà, simplement pour dire c'est des questions fortes avec toujours par derrière finalement cette idée, si on croit les scientifiques, qu'il serait quand même bon que 70%, 80% des réserves de pétrole et de gaz restent dans le sol, ben voilà, comment on fait pour arriver là, voilà. Et certainement qu'il y a à pousser et du coup, ben, il faut orienter autrement l'investissement sur ces questions. Voilà. Dernier point que je voudrais mentionner, écologie intégrale, un point important dans Laudato Si, c'est qu'il y a toute cette réflexion sur les racines humaines du problème, et puis avec ce que souligne le pape François, c'est que il nous faut résister, je dirais, je parle avec mes mots à moi, il nous faut sortir de la dictature de ce qu'on pourrait appeler le paradigme technocratique, cette manière d'envisager le monde, très façonné par une certaine forme de développement scientifique et technologique, mais qui fait qu'on regarde tout sous ce prisme-là, qui est un prisme finalement de rapport de domination par rapport au monde matériel, par rapport au monde créé, par rapport à la nature, les animaux, le monde. Et voilà, et qu'on retrouve dans un certain fonctionnement, à un certain moment dans l'Antiquité, qu'on parle aussi de paradigme techno-économique qui est lié au consumérisme, etc. Et du coup, ce qui est intéressant, je ne rentre pas dans les détails, mais en pointant ça, il ne s'agit pas, et le pape le dit, il ne s'agit pas de devenir des technophobes. Il dit, ben voilà, les progrès de la technique, ben, ça permet les progrès de la médecine, ça permet même de construire des ponts qui sont beaux, quoi. Et voilà, moi, dans une vie antérieure, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai travaillé un peu sur les ponts et je suis assez sensible à cette dimension-là. Mais donc, c'est pas revenir à l'âge des cavernes, mais c'est simplement sortir un petit peu de cette fascination d'un progrès qui serait uniquement le progrès technique et le progrès technologique. Je crois que c'est ça l'enjeu, et puis de se dire
tous les aspects de la vie humaine ne peuvent pas tous être intégrés et rentrer sous le prisme de ce qui se quantifie, s'optimise, voilà, se regarde sur le plan de l'efficacité. Et à l'inverse de ça, évidemment, il y a la promotion aussi de remettre en valeur des dimensions de la vie, et c'est ce qui vient dans le dernier chapitre de Laudato Si, l'encouragement à puiser à des ressources plus spirituelles, à rentrer aussi dans des démarches et à réintégrer ce qui est un autre type de rapport aux choses et au monde, plus marqué, on va dire, par la contemplation, la gratuité, le souci de la communion avec tout le monde créé, la communion entre les êtres humains, mais aussi avec on pourrait dire, les animaux non humains, et tout ça dans une logique de soins et puis d'une forme de sobriété. Voilà. Et là, il y a à la fois des ressources spirituelles très fortes dans notre tradition chrétienne, mais d'autres dans d'autres traditions religieuses, les diront. Et même si on ne se reconnaît pas d'une tradition religieuse, il y a des points de convergence aussi. Mais tout ça invite à poser la question, au niveau personnel comme au niveau collectif, de la manière de concevoir notre rapport au monde. Est-ce qu'on est embarqué dans ce paradigme simplement de domination et de maîtrise de ce qui nous est extérieur, ou est-ce qu'on est dans un paradigme d'un autre type de relation plus qui est de l'ordre de la communion, de la gratitude, de ce qui est reçu et donné, et finalement pour arriver à ces notions que le pape reprend dans une autre encyclique, qui est de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler la fraternité. Voilà, je m'arrête là, mais vous avez peut-être des questions. Oui, merci. Je vais me relancer sur ça. Je vais me permettre de vous relancer en une seule question parce que le temps passe. Mais devant le micro, oui. Vous l'avez un peu effleuré la question. C'est en fait, nous sommes ici dans une problématique qui est mondiale. Et nous avons ici, vous nous avez démontré que l'approche chrétienne était un contributeur efficace aux solutions qu'on doit apporter à ce problème. Bon, maintenant, l'approche chrétienne, elle n'est pas universelle, alors que le problème est mondial. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment atteindre ou qu'est-ce qu'on pourrait extraire des autres cultures pour également adresser ce sujet. Alors, je pense qu'il y a deux éléments pour répondre. En fait, je ne sais pas si je vais répondre directement à la question, mais la première, c'est d'abord de dire, de fait, il y a des ressources dans notre tradition chrétienne, mais aussi, il faut reconnaître qu'on a aussi à nous convertir et à écarter des mauvaises interprétations de notre tradition. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout blanc, on n'est pas tout pur. On a pu aussi s'appuyer, alors c'est tous les débats, par exemple, sur l'interprétation du commandement « soyez féconds, multipliez-vous, soumettez et dominez la terre », qu'on trouve au premier chapitre de la Genèse. Alors dont, évidemment, les biblistes nous aident à comprendre qu'il ne s'agit pas de rentrer dans une domination absolue. Déjà, puisqu'on vient de dire un verset auparavant qu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, s'il y a quelque chose comme exercer alors une domination, un pouvoir royal sur les choses, ça peut être que à la manière de Dieu, et à la manière de Dieu, on comprend bien que c'est pas du tout la manière dont on le fait trop souvent de s'approprier les choses. Bon, ça c'est une première chose. Mais enfin, mine de rien, dans l'histoire du christianisme, dans l'histoire du développement des sociétés façonnées par le christianisme, il y a bien des moments, voilà, on a fait jeu commun avec une certaine forme de modernité, dont on voit le résultat et les problèmes que ça pose aujourd'hui. Donc, c'est pour resituer. De fait, on a des ressources dans notre tradition de foi, mais encore faut-il bien les utiliser et puis faire notre conversion sur les choses qu'on a mal utilisées. Enfin, on n'est pas les champions. Et puis, à l'intérieur de notre tradition de foi, il faut reconnaître, on est dans l'Église catholique, mine de rien, l'Église catholique, on a Laudato Si, on est content, on a le pape François, mais enfin, on a aussi été poussé et animé, certainement les églises protestantes, les églises orthodoxes ont été plus avancées que nous sur ces questions-là. Et après, la deuxième chose, c'est vis-à-vis d'autres traditions religieuses, des autres lieux,
je dirais, il faudrait mieux aller leur poser la question directement. Mais moi, ce que je sens, et on avait senti ça en 2015, juste avant la COP, quand un certain nombre d'organismes, enfin, et notamment Nicolas Hulot, avait fait un appel en disant on a besoin de ressorts, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Et donc, voilà, il faut que les traditions religieuses voilà, nous aident. Et du coup, il y avait eu ce conseil, cette conférence quoi, des religions et des mouvements quoi, spirituels. Et on sent bien que du coup, quand on a des événements comme ça, puis de nouveau, il y a eu des appels avant cette COP-là, bah, que entre différentes traditions religieuses, sur cette question quoi, de la conversion écologique, il y a beaucoup de choses qui convergent, quoi, ou en tout cas qui s'enrichissent quoi, mutuellement. Et encore une fois, je ne me réduis même pas aux traditions religieuses. Quoi. Il peut y avoir des formes voilà, de mouvements de personnes qui, sans se reconnaître d'une tradition religieuse particulière, mais ont quand même une aspiration quoi, à donner du sens quoi, à la vie. Et, voilà. Donc, je dirais, voilà, il y a sans doute plus de choses qui nous rassemblent, mais évidemment, on n'est plus sur le mode de dire, nous, les chrétiens, eh ben, nous, on a la vérité, elle va s'imposer naturellement et de manière universelle au monde entier. Évidemment, on n'est pas dans cette dynamique-là. Plutôt avoir une approche du dialogue, reconnaître, et puis avec la modestie et l'humilité qui est nécessaire à cause de ce que j'ai dit avant. Merci, on va avancer parce que l'heure tourne. Donc, après cet éclairage, on va maintenant passer la parole passer la parole à un chef d'entreprise qui vit ça au quotidien. Donc, Laurent Laïc, que je présente en 2 mots. Donc, président du groupe Lavara.